Dans la séquence précédente, on a vu les indices géochimiques de la paléoclimatologie. Dans cette séquence, on va s'intéresser à la paléoclimatologie et on va voir les indices paléontologiques, lithologiques et les principales glaciations au cours des temps géologiques. Pour les indices paléontologiques, l'étude des populations de foraminifères qu'on trouve dans les séries sédimentaires vont nous donner des indications paléoclimatologiques. On va voir aussi les renseignements qui sont apportés par les grains de pollen. Donc les études palynologiques nous donnent des indications précieuses concernant le paléoclimat. L'étude de la répartition paléogéographique des coraux, elle est intéressante aussi pour reconstituer les climats anciens. Neuglobocadrina pachyderma est un foraminifère très particulier dont l'enroulement du thé dépend de la température de l'eau de surface de la mer. Ce foraminifère qui vit à la surface de l'eau de la mer, s'il se développe dans des eaux marines chaudes, il va avoir un enroulement dextre, dirigé vers la droite. Par contre, si ce foraminifère se développe dans des eaux marines de surface froide, dans ce cas-là, il aura un enroulement sinistre. Il est dirigé vers la gauche. Dans ce diagramme, vous avez le pourcentage de l'enroulement sinistre. Donc ici, vous avez le pourcentage de Neuglobocadrina pachyderma qui a un enroulement sinistre qui est égal à 0. C'est-à-dire que vous avez ici 100% de Neuglobocadrina pachyderma qui a un enroulement dextre. Donc ici, vous aurez des eaux marines de surface qui sont chaudes. L'âge en milliers d'années. Donc vous avez 0, 2, 4, 16 000 ans. Donc aux environs de 11 000 ans, on aura 100% de Neuglobocadrina pachyderma qui a un enroulement sinistre. Ça veut dire que les eaux de surface sont froides. Ici, on a une carotte de sédiments marins qui contient Neuglobocadrina pachyderma. Et on va évaluer le pourcentage de Neuglobocadrina pachyderma d'enroulement sinistre dans les foraminifères qu'on trouve sur cette carte. Et cette carotte, elle est datée entre 0, l'actuel, à 16 000 ans. L'étude du pourcentage de l'enroulement sinistre de Neuglobocadrina pachyderma nous permet de reconstituer le paléoclimat. Donc on constate que depuis l'actuel jusqu'à 10 000 ans, on a ici une période chaude. Aux alentours de 11 000 ans, on a une période qui est froide. Entre 12 et 13 000 ans, on a une période qui est chaude. Et aux environs de 14 000 ans, on a de nouveau une période qui est froide. Donc pour l'étude palynologique, on va s'intéresser aux grains de pollen qu'on va trouver dans les séries sédimentaires, dans les carottes de sédiments. Donc la palynologie, elle va étudier les grains de pollen et les spores. Donc les sédiments continentaux peuvent contenir des restes de plantes. Surtout, ils vont contenir des grains de pollen, comme ceux du pin ou des chênes, qui indiquent la présence de la forêt. Donc sur une carotte, si on a beaucoup de grains de pollen de pin et de chêne, on peut dire qu'on a une forêt. On a ici les grains de pollen du pin. Et ici, on a les grains de pollen de chêne. Donc l'étude des grains de pollen dans une carotte prélevée dans un lac en Grèce a permis de figurer l'abondance des pollens d'arbres au cours des 500 000 dernières années. Donc ici, vous avez les zones vertes correspondent aux zones où vous avez des grains de pollen d'arbres. Donc vous avez le pourcentage des grains de pollen d'arbres à l'exception des grains de pollen de pin. En bas, on a la courbe de température donnée par la courbe de référence SPECMAP. Donc cette courbe de température de référence a été établie par le delta O18. Donc ici on a des périodes chaudes 1, 3, 5, 7, 9, 11. Et entre ces périodes chaudes, vous avez des périodes froides que vous avez ici. En superposant les deux courbes, on constate que durant les périodes chaudes, il y a un pourcentage élevé de pollen d'arbres. Donc il y a développement de forêt. Donc la même chose ici, vous avez la période chaude 5 et vous avez ici le développement des pollens d'arbres à ce niveau-là. Durant les périodes chaudes, il y a un pourcentage important de grains de pollen d'arbres. Donc durant les périodes chaudes, il y a développement de la forêt. L'étude des grains de pollen nous donne une idée précise sur la paléotempérature. L'analyse pollinique permet de reconstituer les paysages végétaux. Vous avez ici le pourcentage des grains de pollen d'arbres et ici vous avez
des prairies. L'analyse polynique permet de reconstituer le paysage. Donc ici, par exemple, vous avez une forêt boréale. Et à ce niveau-là, vous avez développement de prairies. Donc ici correspond à une période chaude où il y a développement d'une forêt. Et ici, ça correspond à une période froide qui est favorable au développement des prairies. Le figuré que vous avez ici correspond aux chênes. Et ici, vous avez les autres arbres autres que les chênes. Ici, le contenu palynologique indique une prairie. Vous avez les changements climatiques. Donc ici, vous avez une période chaude où il y a développement de forêt boréale. Ici, vous avez une période froide où il y a développement de prairies. Donc durant le Warmien moyen et supérieur, vous avez une période qui est froide. Après le Warmien, vous avez une période chaude. Donc le Warmien correspond à la dernière glaciation dans le Quaternaire. L'analyse des carottes sédimentaires, surtout dans des tourbières, a permis de reconstituer le paysage de l'Europe au cours du Quaternaire. La synthèse de ces études nous a permis de reconstituer les zones de végétation en Europe pendant la dernière glaciation. Durant cette glaciation, cette période glaciaire, la calotte glaciaire du pôle Nord s'étend jusqu'ici. Donc toute cette partie blanche, on a des glaces. Donc la calotte glaciaire arrive jusqu'à ces régions-là. Les études palynologiques nous permettent de montrer que dans cette zone-là, on aura des toundras et des zones montagneuses. Par contre, cette couleur que vous avez ici correspond à des prairies et des steppes. Donc on aura aussi des prairies et des steppes ici. Ici, vous avez les forêts boréales de l'hémisphère nord, représentées par cette couleur. La couleur en vert clair correspond aux forêts de conifères et aux forêts d'arbres à feuilles caduques. Et finalement, un paysage méditerranéen. Dans l'Amérique du Nord, il y a un arbre de pin, Pinus aristata, qui a une grande longévité qui peut atteindre des milliers d'années. Donc vous avez ici Pinus aristata. Si on fait une coupe du tronc d'arbre, on trouve sur cette coupe des anneaux de croissance ou cernes. Si on les observe au microscope, on peut voir qu'il y a une partie qui est claire et une partie qui est sombre. Dans la partie claire, les cellules sont grandes et dans la partie qui est sombre, les cellules sont de petite taille. Et ça correspond au printemps, lorsque les cellules sont bien développées parce qu'il y a beaucoup de pluie. L'automne correspond à des petites cellules. Donc vous avez ici une cerne annuelle. Donc l'épaisseur de cette cerne annuelle dépend de la pluviométrie et fournit donc une indication climatique. Pour les années où la pluviométrie est importante, l'épaisseur de la cerne elle est grande. Pour les années où vous avez peu de pluie, l'épaisseur de la cerne elle est faible. On a ici deux diagrammes. Ce sont les diagrammes de cernes de deux arbres situés à une même région. Vous avez ici l'indice de la largeur et ici les années. Le nombre de cernes nous donne l'âge de l'arbre. Donc on a ici l'épaisseur, les variations de l'épaisseur des cernes d'un arbre et ici d'une deuxième arbre. Et ces arbres sont situés à une même région. Donc ils vont recevoir la même pluviométrie. Et on constate que les deux courbes sont comparables. Donc ils présentent les mêmes variations. Les cernes larges correspondent à une forte pluviométrie. Les cernes petites correspondent à une faible pluviométrie. En étudiant des troncs d'arbres de Pinus aristata, des arbres vivants et des arbres morts, on a pu remonter à 9000 ans. On a reconstitué la pluviométrie depuis le présent jusqu'à 9000 ans. On a ici un récif corallien d'une barrière récifale située en Nouvelle-Guinée. Donc sur cette barrière récifale, on peut voir des coraux et plusieurs espèces de poissons et d'autres animaux marins. Donc les récifs, c'est un milieu où la biodiversité elle est très importante. L'étude de la répartition paléogéographique des coraux nous donne une indication sur le climat. En effet, les récifs coralliens que vous voyez ici avec cette couleur-là sont situés le plus couramment dans la ceinture intertropicale. Cette ceinture intertropicale, elle est située entre le tropique du Cancer au nord et le tropique du Capricorne au sud. Le tropique du Cancer au nord, elle est située à une latitude de 23 degrés 26 minutes nord et le tropique du Capricorne, il est situé à 23 degrés 26 minutes au sud. Donc en bleu, vous avez les océans, ici vous avez les continents, la couleur marron, vous avez les récifs coralliens. Donc la présence de récifs coralliens dans une série sédimentaire montre qu'on est situé dans la région intertropicale. Le climat, il est tropical.
L'étude des récifs actuels montre qu'ils ont des conditions physico-chimiques bien définies. Pour qu'il y ait développement de coraux, il faut que la température soit située entre 20 et 29 degrés Celsius. Il faut aussi que la profondeur est inférieure à 50 mètres. Et il faut que les eaux ne soient ni trop calmes ni trop agitées. Si les eaux sont calmes, les coraux manquent d'oxygène et se retrouvent recouvertes par des particules sédimentaires. La salinité tolérée par les coraux est située entre 35 grammes par litre et 40 grammes par litre. Et les coraux ont une très faible tolérance à la pollution. En étudiant le principe d'actualisme, on peut dire que si on trouve des coraux dans des séries sédimentaires, surtout des séries sédimentaires récentes, on peut dire que la température elle est située entre 20 et 29 degrés. Donc les coraux se développent dans des mers peu profondes, chaudes et dans des eaux qui sont claires. On va voir maintenant les indices paléoclimatiques lithologiques. Parmi ces indices, on va voir les bauxites et latérite. On a ici une bauxite avec l'aluminium isolé qui est blanc. Et on a ici une fine latérite indurée qui est surmontée par un sol latéritique. On a vu que les latérites et les bauxites se forment par hydrolyse de silicates. Donc il s'agit d'une hydrolyse qui est totale dans un climat chaud et humide. On trouve les bauxites et les latérites dans un climat tropical, chaud et humide. Les séries évaporitiques constituées de calcaire, dolomie, sel, gemme, gypse, ce sont des précipitations dans une solution salée sursaturée. Ça indique une évaporation intense dans un bassin salé et ça indique un climat qui est aride. Le pétrole, il se forme par accumulation et transformation de phytoplancton. Il se forme dans des marges continentales anoxiques à forte productivité primaire. Donc on peut le trouver dans des climats très variés, sauf pour le climat tempéré froid. Le charbon provient de l'évolution diagénétique de débris végétaux. Donc on a ici une mine de charbon à ciel ouvert dans l'âge carbonifère stéphanien. Le charbon se forme par accumulation puis transformation des végétaux continentaux au littoraux. Il se forme dans des bassins continentaux subsidents à forte productivité primaire. Les indications climatiques, il peut se former dans un climat tempéré ou bien il peut indiquer un climat tropical. Les thylites, ce sont des sédiments mal classés. On peut trouver de gros blocs et des petits blocs sous forme de poudre. Dans les thylites, on peut voir des stries glaciaires ou bien des blocs de gros cailloux qu'on appelle des blocs erratiques, déplacés par les glaciers. Ce bloc erratique, situé dans la ville de Lyon, a été déplacé par la glace par au moins de 175 km. Les thylites, ce sont des moraines anciennes qui proviennent de l'érosion glaciaire. Ce sont des produits de l'érosion glaciaire. Il indique la présence d'une calotte glaciaire ou d'un glacier de montagne. Il indique un climat polaire ou un glacier froid de montagne. Sur ce schéma, on a des indices lithologiques qui indiquent un climat chaud. Donc ici, vous avez un climat chaud. Les charbons, les bauxites et les latérites indiquent un climat chaud et humide. Donc il s'agit d'un climat tropical. L'association de charbon et de thylite indique un climat tempéré froid. Le développement des calcaires et des évaporites se fait dans des climats arides, c'est-à-dire chauds et secs. Les thylites indiquent un climat froid. L'association de kaolinite, charbon et évaporite indique un climat chaud. Le climat chaud, il est indiqué aussi par la présence de restes fossiles de crocodiles, de palmiers et de mangroves. Les principales glaciations au cours des temps géologiques. Les traces de glaciation. Donc la première théorie scientifique sur l'idée d'une grande glaciation en Europe a été établie par Louis Agassiz en 1837. Elle est basée sur l'observation de blocs erratiques et de stries glaciaires liées à une activité glaciaire ancienne. Vous avez ici des glaciers et ici vous avez un grand bloc erratique. Ici vous avez des blocs erratiques qui sont laissés sur place après la fonte des glaces. Et on voit ici des stries glaciaires. Donc l'érosion glaciaire laisse des traces sur les roches et dans les sédiments formés par l'érosion glaciaire. La présence de stries glaciaires sur de larges zones continentales laisse supposer la présence d'une calotte polaire énorme, ce qui est corroboré par des analyses isotopiques de l'oxygène et les variations de teneur en matière organique.
Tout cela indique une phase de refroidissement importante et globale et laisse supposer une glaciation fini-ordovicienne il y a 450 millions d'années. Donc il y a 450 millions d'années, à la fin de l'Ordovicien, et cela est possible parce qu'il y avait un continent géant situé au pôle sud. Ce continent géant, c'est la Gondwana, formée lors de l'orogenèse calédonienne. On a ici la glaciation fini-ordovicienne, il y a 450 millions d'années. Avant cette glaciation, vous avez la Terre boule de neige. On a ici une vue d'artiste de la Terre boule de neige, il y a 720 millions d'années. Vous avez aussi une glaciation située à la limite entre le Carbonifère et le Permien, il y a 300 millions d'années. Durant le Pléoquaternaire, période glaciaire qui alterne avec des périodes interglaciaires. Les archives géologiques nous montrent que le climat de la Terre n'est pas stable, il est très variable.